ok, tu parles logiciel, du coup, combien ça coûte? Ok, combien ça coûte, mais est-ce que c'est complexe à mettre en place? Ça ouvre aussi la porte du fameux parasite SEO, du moment où tu te positionnes avec d'autres sites que le tien. Un bon contenu, c'est un contenu qui vient de ton cerveau avant de venir du mien. Est-ce que du coup, il y a encore un intérêt à faire du SEO? Bonjour à tous, bienvenue sur SEO Augmenté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Dimitri. Dimitri, qui est gérant d'une belle agence. Et plutôt que de le présenter moi-même, je vous propose que ce soit lui qui vous en dise un peu plus. Salut tout le monde, merci Amaury pour l'invitation, je suis content d'être là, c'est cool. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le fondateur d'une agence web qui s'appelle Infoconception sur Nantes. Et mon métier depuis 15 ans, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent vivre de leur activité sur Internet. Donc ça passe par du SEO et de la création de sites et des réseaux sociaux. Ok. Comment t'as dit que ça faisait 15 ans. Qu'est-ce que c'est le déclencheur il y a 15 ans? Il y a 15 ans, je suis en BTS informatique. Le statut d'auto-entreprise arrive en France. Pour la première fois en 2009, on peut avoir une entreprise et pas se faire défoncer par l'État si t'as pas de chiffre d'affaires. Donc, ce qui était plutôt cool. Donc, je me suis lancé freelance. Mon délire, en vrai, je suis pas un gros passionné des SEO à la base, tu vois, j'ai tout testé. J'étais étudiant, je voulais de l'informatique, je faisais tout, tu vois, j'installais ta sono, ton ordinateur, ton imprimante, ta config de GPS Garmin, je faisais tout ce qu'on pouvait faire et qui était de ma génération, tu vois. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah voilà, les sites internet, c'est pas mal, t'es chez toi, t'as la musique, le café, personne te casse les noix. Je dis noix pour l'instant, ça va peut-être changer au fur et à mesure pendant la journée. Et du coup, tu as un petit confort qui est cool. Et vraiment, c'est ce qui a fait que je me suis spécifié site internet. Et derrière, j'ai planté mes premiers sites et j'ai compris ce qu'était le référencement et j'ai bossé à fond le référencement. Donc voilà, globalement. Ouais, ça commence de toi qui connais l'informatique, viens débugger mon imprimante et ça vient vers de la spécialisation pour justement plutôt marketing, plutôt SEO, quoi. Exactement. Ça y est, il y a un monde entre les deux, sans déconner. Mais c'est ça, c'est ça. Entre les grands-parents qui ont besoin d'aide et les entreprises qui ont besoin d'aide, c'est un grand écart, mais c'est une spécialisation intéressante. Exactement, c'est ça, on va dire ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les sites que tu as lancés? Est-ce que c'était pour des clients? Est-ce que c'était pour toi? Enfin, en gros, c'est quoi la jeunesse du SEO? Enfin, quelles sont tes découvertes au fur et à mesure? Alors, moi, je suis développeur de métier. Enfin, mes études, c'était du développement logiciel, site internet, enfin, ce que tu veux, programmation. Et du coup, j'ai une approche qui était SEO programmatique, justement, essayer de mettre en ligne des bases de données, etc. Comment j'en suis arrivé là? En fait, au tout début, je te dis, j'étais chez moi, étudiant. Voilà, je cherchais mes premiers clients. Et mes premiers clients, j'étais sur un site qui s'appelait Codeur. Je sais pas si tu connais, où tu pouvais en fait dire tes tarifs horaires. Tu avais des gens qui donnaient des missions et puis en fonction de ça, tu prenais pas. Fallait bien baisser ton froc à l'époque pour avoir des clients, surtout si tu habitais en France. Mais du coup, je l'ai fait et j'ai chopé mes premiers clients comme ça. Et mes premiers clients, ça a été par exemple de mettre, ouais, c'était ça. On a un site internet qui a des centaines d'entreprises. On a récupéré une base de données. On était loin de la RGPD à l'époque. On a récupéré des informations et on voudrait les mettre en ligne. Et du coup, en fait, j'ai commencé à travailler comme ça. Les premiers sites, c'était beaucoup des annuaires d'entreprise, des fiches d'établissement, des trucs dans ce style-là, genre société.com, tu vois, mais en version low cost, on va dire. Et du coup, j'ai appris le SEO là-dessus parce qu'en fait, il fallait après positionner ces fiches. Et comme je te disais, les premiers sites internet que j'ai fait, on a injecté des bases de données, donc sur le côté utile, fonctionnel, tout était bien, j'étais trop content de moi, le taf était fait. Mais en fait, 2 semaines après, je me suis fait plomber par Google. Le site s'est ramassé, j'ai eu le client au téléphone en mode hystérique, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre, putain, je crois qu'à l'époque, il perdait environ 700 balles par jour de chiffre d'affaires, ce qui pour moi était quasiment le prix de ma mission, tu vois, je m'en rendais compte. Donc c'était ouf. Et en fait, juste en faisant une connerie en programmation, j'ai mis des sessions dans les URL du coup, et ça a fait des pages dupliquées. Google a pas kiffé, il a blacklisté tout le site, et il a fallu que je comprenne ça. Donc je cherche à fond ce qui se passe, etc., pour corriger mes erreurs et tout. Et de fil en aiguille, je me suis vachement spécialisé là-dedans parce qu'il a fallu que je fasse vite. Et je me suis vachement spécialisé dans tout ce qui était référencement autour des bases de données sur des sites avec énormément de pages. Dans les sites les plus gros que j'ai pu faire, ça fonctionnerait plus maintenant, clairement, mais c'est de l'annuaire d'entreprise où tu avais entre 3 et 5 millions de pages.
et tu ressortais sur des mots-clés hyper de niche, du style, je sais pas, tu tapes Dimitri Ajon Nantes, j'en sais rien, il y a personne qui se positionne dessus. Mais si tu cumules ça avec 3 à 5 millions de recherches juste une fois par an, tu vois, et ben ton site il fait 3 à 5 millions de vues par an. Et en fait, après, tu trouves des modèles économiques pour rentabiliser avec la pub et tout. Et j'ai fait ce genre de site pendant longtemps. Vraiment du site d'éditeur. Voilà. Et donc la migration, enfin, est-ce que tu es toujours très orienté SEO programmatique ou est-ce que tu en es sorti? Enfin, comment ça a changé par la suite? Ah ouais, non, bien sûr, j'en suis sorti parce que après ce genre de site, c'était les gros projets les plus complexes, mais les projets les plus demandés quand tu as eu, quand t'es freelance, après on pourra parler de la partie passation d'agence, tu vois. Mais quand t'es freelance, c'est de l'artisan, c'est du gars du coin qui va faire un petit site vitrine, même avant WordPress, enfin, un truc classique. Et du coup, tu es obligé de te questionner sur le référencement. Donc le SEO programmatique où là j'avais une compétence en plus par rapport à mes concurrents qui faisaient que du SEO façon marketing, tu vois, et qui pouvaient pas rentrer dans le code et on n'avait pas les outils qu'on avait aujourd'hui. Donc c'était complexe de mettre en place des recommandations SEO et ça je savais le faire. Donc j'avais vraiment une grosse plus-value là-dessus. Et au fur et à mesure, bah oui, tu apprends tout ce qui est truc classique, contenu, réputation, netlinking, etc., quoi. Et du coup, donc ça a clairement occupé ta partie freelance Ouais. avec un démarrage sur plateforme effectivement très challengeant sur le prix. Exactement. Comment tu as évolué? Enfin, qu'est-ce qui a fait transformer cette activité d'étudiant freelance à peut-être une structuration agence? Enfin, c'est quoi la suite logique? Alors en fait, donc mon deal quand j'étais freelance, c'était taf le matin, sport l'après-midi. J'en parle des fois sur LinkedIn, je suis prof d'arts martiaux et toujours pratiquant des arts martiaux. J'adore ce sport-là. Et à cette époque-là, c'était l'époque où je faisais beaucoup moi de sport en national ou international. Et du coup, j'avais le deal, c'était ça, gagner mon SMIC en gros en faisant 4 heures le matin, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et du coup, donc j'ai bossé sur ces petits projets, donc je prenais plus en fait quand j'avais des demandes, tu vois, par fidélisation. Et du coup, j'avais 3 ou 4 mois d'avance et après je prenais plus. Et à côté de ça, j'ai essayé de monter des sites à moi en interne où l'objectif était de faire un max de SEO pour choper un max de volume et vendre des encarts publicitaires ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est ce qui vraiment m'a fait décoller parce qu'il y a un moment de temps où en fait j'avais fait des sites internet, le plus que j'ai fait, il tournait à 100 000 vues par jour, 100 000 visiteurs. Et du coup, ça me générait 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. À cette époque-là, ce serait plus le cas maintenant, clairement. Et ça m'a permis du coup de ne plus avoir besoin de taffer pendant un temps, donc de me consacrer au sport. Et surtout, ça m'a fait péter les paliers de l'auto-entreprise. Donc, du coup, il a fallu changer de statut. Et donc, ça s'est fait au bout de 2 ou 3 ans. Et puis après, changement de statut, tu prends des salariés, tu améliores le truc et tout, quoi. Mais, en gros, j'ai appris la prog, j'ai appris le référencement, j'ai fait des sites pour moi qui devaient me rapporter de l'argent pour vivre mieux, travailler moins. Et en fait, ça a bien pété. Et du coup, il a fallu changer de statut derrière, quoi. Ouais, carrément. Et pourquoi tu dis que ça marcherait plus maintenant? Alors parce que c'est clairement les sites dont je te parle, c'est un site qui est encore visible. Alors, je peux te donner le nom, ça s'appelle le-site-2.com. C'est un annuaire d'entreprise, de fiches entreprises. Je mettrai le lien en Ouais, description. ouais, tu peux. Mais c'est un genre société.com, Papers, ce genre de truc. Tu te donnes des infos d'une boîte. À l'époque, c'était hyper simple d'aller récupérer des données sur des fiches entreprises, etc. Et maintenant, avec la notion de RGPD, de consentement, tu peux plus faire ça. Tu peux plus. Tu vois, si t'as un mec qui voit sa fiche sur Internet et qu'il n'a pas eu l'autorisation, à part d'être couvert et d'avoir ton site qui soit hébergé dans un autre pays que la France et de toi pas être en France, c'est mort pour toi, sinon t'es cramé, tu vois. Et c'est le genre de choses que tu pouvais faire il y a 15 ans que tu peux plus faire maintenant. Ça, c'est le premier point plutôt juridique. Et le deuxième point qui est plutôt vraiment SEO pour le coup, c'est que ce genre de site internet, ils se sont fait mais bâcher par Google au fur et à mesure des algos, tu vois. C'était des sites avec des pages pauvres en contenu où tu mettais siège de point à l'adresse, tel de point machin. Et ça, c'est mort, tout se ressemble et Google a bâché ce genre de site. C'est pour ça que d'ailleurs, les sites comme société.com ou d'autres, eux, ils ont dû vraiment soit racheter des bases INSEE pour être nickel, soit vraiment développer une partie blog, une partie ailleurs que juste les recherches. Tu Ouais, carrément. Bah, des gros concurrents, des sociétés.com ou Papers ont des résultats qui sont largement plus enrichis. vois. Ouais, Typiquement, une montée d'un Papers contre un société.com. Enfin, ils ont des résultats que tu trouves même pas sur société.com et du coup, ça apporte une vraie plus-value pour l'utilisateur
qui est pas juste un scrapping et un reformatage. Carrément. Et à l'époque, tu avais l'État qui avait mis des bases de données en ligne avec le DataGouv. Non, c'est open.data, je crois que c'est un truc comme ça. Et Ouais. ça, mais c'était une mine d'or pour les référenceurs parce que tu avais juste à aller télécharger des bases de données. Si tu étais SEO programmatique comme je l'étais, tu faisais tes bases SQL, tu mettais des ponts en place, tu mettais des scripts et tout, et tu créais des centaines de milliers de pages par seconde sur Google et c'était un carnage. Ouais, ça, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et en plus, il n'y avait pas les problèmes d'indexation du moment. Exactement. Donc plutôt Ouais, c'était agréable, vraiment cool. effectivement. Du CSV vers page web, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ça. Malin. Et du coup, donc tu faisais du freelance, tu as lancé tes sites, ça a bien fonctionné, donc c'est pas exactement la même, enfin, c'est pas du tout la même activité, tu passes éditeur. Ouais, Quel ouais. est le passage éditeur-agence? Parce que, ok, tu as besoin de personnes pour gérer tes sites potentiellement, mais pourquoi tu es revenu dans la presta? Alors, du coup, parce que ça correspondait aussi avec l'activité sportive qui, moi, je commençais à avoir l'âge à arrêter un peu les compétitions à l'international, donc je me calmais un peu. Et vraiment sur le côté challengeant, tu vois, moi, le truc, c'est de me dire, OK, je sais faire des sites internet, je sais que ça marche. J'ai une ambition de jouer au Monopoly un jour dans la France, d'avoir des petites agences partout, de me balader à 50 ans, d'aller prendre le café dans des agences d'infoconception, ce serait mon gros kiff, tu vois. Bon, on n'en est pas là, hein, 15 ans après, ça n'a pas marché le bordel. Mais, Pas mais encore? l'idée, c'était ça. Pas encore, bien sûr, pas encore. Merci, Amaury. L'idée, c'était un peu ça. Et c'est de se dire, bah, voilà, OK, est-ce que je pourrais m'associer avec, au début, d'autres freelances graphiques, tu vois, parce que moi, j'avais pas, enfin, je faisais des sites, mais c'était bien dégueulasse quand même, tu vois. D'autres graphistes et puis aussi d'autres développeurs web, parce que mine de rien, entre ce site-là, des clients qui étaient contents parce que le taf était bien fait sur d'autres petits projets, me ramenait beaucoup de projets entrants et je pouvais plus fournir, tu vois. Donc du coup, je me suis associé à un développeur et un graphiste freelance. J'ai pris les premiers bureaux, je suis monté en EURL. Du coup, après, j'aurais proposé de devenir salarié, ils sont devenus salariés, etc. Et puis petit à petit, ça monte, tu vois. Et en fait, j'avais toujours ce truc-là, à partir du moment où j'ai plus de 3 ou 4 mois de site d'avance, bah, du coup, je recrutais. Et c'est comme ça que l'agence a grandi petit à petit. Et après, tu t'entoures des expertises dont tu as besoin. Donc, web marketing pour te suppléer, graphiste, RH, ce genre de choses. Ouais, j'aime bien le principe de critère simple du recrutement, c'est 3-4 mois d'avance, qui correspond Ouais, bien à ton critère freelance de l'époque où avant tu disais non et ouais. maintenant tu prends une personne. Et du coup, justement, comment tu gères cette charge classique d'agence où bah, ok, tu peux avoir beaucoup d'entrées à un moment et donc être dans le jus et Mm. potentiellement une période un peu plus light après? Eh ben, c'est une très bonne question. Et si vous avez suivi l'épisode jusque maintenant, ne vous arrêtez pas avec cette info en mode c'est ce qu'il faut faire parce que c'était la pire des conneries. Ne faites pas ça. Quand tu fais des sites internet où tu fais le référencement, c'est un peu différent. Je vais revenir dessus. Mais quand vraiment tu es dev, tu fais du site web, tu fais que du one shot, quoi. Tu fais un site, ton site il est bien fait, ok, etc. Derrière, tu peux faire un peu de maintenance, de support, de trucs comme ça, mais globalement, tu vas pas tous les mois le même site à 3000 balles, tu vois, par exemple, quand tu es free. Et du coup, tu te remets une pression supplémentaire à chaque fois. Donc, évidemment, tu peux avoir des charges d'avance, tu peux être une équipe de 3 devs, faire du référencement, faire des sites, mais tous les mois, faut que tu ressortes les rames pour retrouver des nouveaux clients, pour refaire ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est la pire des conneries en agence, pour le coup, c'est de faire que du ponctuel. Donc, tu as un modèle économique que tu dois sûrement connaître qui s'appelle la récurrence et qui sauve la vie de nombreuses entreprises. Et j'ai quand même mis du temps à le mettre en place, mais du coup, c'est de la suite pour garantir du taf, c'est de trouver de la récurrence, quelle que soit l'activité. Donc, quand tu es dans la partie web, tu as le ponctuel créa de site et la récurrence, bah, tu vas proposer de l'hébergement, du mail, du support, de la maintenance technique, des choses comme ça. Donc, ça t'amène un peu de récurrence. Et quand tu es sur la partie SEO, pour le coup, tu as les audits éditoriales, techniques, réputation qui vont être ponctuels, tu vois. Et après, derrière, il faut absolument que tu mettes en place de la récurrence, tu vois, de l'accompagnement tous les mois, trucs comme ça. Au début, j'avais vraiment un truc en mode, c'était mes valeurs, tu vois, c'était je veux que tu sois autonome et pas t'arnaquer, entre guillemets, en mode je te vends un truc qu'on fait pas, parce qu'il y en a plein dans le web qui font ça, genre je te vends 2 heures de maintenance par mois, mais en fait, la dernière maintenance, elle date d'il y a 6 mois, tu vois, foutage de gueule. C'est insupportable, je supporte pas ce genre de pratique. Et du coup, au début, j'étais, ouais, ponctuel site internet plus formation et débrouille-toi, t'es grand. Mais du coup, tu galères tous les mois. Et après, je suis passé en mode, OK, je fais. Et après, je t'accompagne pour te faciliter la vie. Tu vois, bien sûr que tu es libre et toujours, mais de trouver l'équilibre entre les deux, entre le fait que tu sois pas engagé contractuellement et te sentir prisonnier avec une agence. Et par contre, trouver un modèle de récurrence, c'est hyper complexe à mettre en place. C'est-à-dire, est-ce que tu peux creuser c'est hyper complexe à mettre en place? C'est hyper complexe dans le sens où tu sais que pour une boîte, il y a un modèle économique, il te faut de la récurrence. Et si vraiment tu partages les valeurs que
que je prône et ce que je veux défendre, c'est t'as pas envie de niquer tes clients. Dans le sens où, enfin, je sais pas, dans le web, t'as souvent ce genre de truc où en mode, t'as des factures d'hébergement, les mecs ils te payent 300 balles par mois, mais tu sais pas à quoi ça sert, tu vois. Ça me fait sortir de moi ce genre de truc. Et pour autant, il faut que tu trouves de la récurrence en tant que patron, mais que derrière, tu as un vrai service. Donc, du coup, c'est complexe à mettre en place. C'est compliqué de défendre l'idée du tu seras pas engagé avec moi et tu es autonome, mais à la fois, j'ai besoin d'un modèle de récurrence et je vais t'apporter une vraie valeur ajoutée tous les mois. Et ce truc-là est compliqué à mettre en place sur le discours, tout simplement, que tu peux avoir. Après, je pense que ça dépend un peu de l'ambition et de l'envie de l'entreprise en particulier. Oui. T'en as qui veulent un site être autonome et faire leur vie derrière et potentiellement le casser en toute autonomie. Et t'en as d'autres qui se disent, bah, en fait, mon business model et mon métier, mon cœur de métier, c'est pas de gérer un site internet, c'est un support pour de l'acquisition. Et dans ce cas-là, en fait, ils ont besoin d'un partenaire de confiance. Même moi, tu vois, je fais du free et pour mes clients, bah, il y en a qui veulent une formation. Et derrière, vraiment, c'est du one shot et tu sais que potentiellement, ils auront des besoins ponctuels. Mais tu en as d'autres aussi qui se disent, mais en fait, juste, c'est pas mon métier. Je veux que tu le fasses pour moi parce que tu le feras mieux et c'est OK, c'est payant, mais c'est pas forcément plus cher que une fois que tu as incorporé les temps que tu vas devoir mettre à te former, les erreurs que tu vas faire. J'avais un exemple d'un gars qui a pas pris une agence ou un freelance, qu'il a pris une alternante, qui a coché le mauvais bouton sur son CMS, qui a passé l'intégralité des pages en no-index, juste pré-Q4, pré-Black Friday. Donc, autant dire que ça fait une belle facture indirecte pour le site internet, quoi. Mais je partage ton point de vue et en fait, il a juste fallu que moi, je l'intègre dans ma tête en mode, ben, c'est facile pour moi, tu vois, de faire ça, donc ça devrait être facile pour les autres, en gros, voilà. Ouais. Mais effectivement, tu vois, si je reprends ce modèle de récurrence, et genre juste de support web pour des sites internet que je gère, les premiers à le faire, c'est parce que mes clients, ils m'ont dit, Dimitri, c'est cool, ok, on est, mais je m'en tape, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, moi, je veux juste envoyer un mail, tu t'en occupes et basta, je fais autre chose. Et en fait, à partir de là, j'ai capté qu'il y avait un vrai besoin dans ce sens-là. Ouais, ça crée un max de valeur en fait pour le client, Ouais. pouvoir se dire qu'il a un partenaire qui le soutient sur ce plan-là et Ouais. que lui sait faire, quoi. Ouais, carrément. Mais ça, en tant que prestat, tu te dis, mais c'est jamais ça arrive, tu vois, il va falloir que tu te battes pour le vendre, alors qu'en fait, non, c'était une vraie demande, comme tu dis, il y a un vrai besoin là-dessus. Ton acquisition avant, enfin tu vois, genre le mec te fasse confiance pour faire un site, ça potentiellement il faut se battre un petit peu parce qu'il n'a Mm. pas confiance de base, enfin il peut avoir Mm. reco et tout ça, enfin on crée la relation, mais une fois que ça s'est bien passé et que il y a des exemples concrets que ça marche bien avec le prestat qu'il a choisi et que il a les résultats qu'il veut, derrière la confiance grandit et potentiellement le risque qu'il est prêt à prendre avec toi il grandit aussi, quoi. Ouais, c'est ça, mais en marketing, c'est le principe de la porte fermée ou entrouverte, tu vois. C'est dès que tu as commencé à avoir une petite relation, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la porte sur d'autres trucs et tout ça. Donc, Ouais. ouais, carrément. Dès qu'il t'a fait confiance pour une mission, tu peux l'envoyer à fond sur plein d'autres trucs. Et est-ce que est-ce que tu es OK pour partager justement un peu cette stratégie, genre, qu'est-ce que c'est le ratio ponctuel, récurrent typique sur une agence, ou chez toi, Ouais, ouais, pas de souci. Je suis très transparent sur mes chiffres, donc ça me dérange pas. Il y a encore quelques années, il y a 5 ans, j'étais à 100% ponctuel. Vraiment, tu vois, en 2025, en 2020, j'étais 100% ponctuel et j'étais en 100% en mode si je fais pas mes chiffres, je transpire, je dors pas de la nuit, j'en peux plus, je fais des heures de ouf pour compenser le mental. Et au fur et à mesure, après avoir échangé, même, tu vois, je fais beaucoup de réseaux pro, je sais pas si tu fais ça, mais tu vois, tu t'échanges avec d'autres dirigeants, d'autres boîtes, d'autres trucs comme ça. Il y a des mecs qui m'ont vraiment convaincu sur ce modèle de récurrence. Et du coup, j'ai commencé à le mettre en place. Et en fait, c'est beaucoup plus sain maintenant d'avoir ce truc-là. Donc, il y a 5 ans, j'avais zéro en récurrence, c'était que du ponctuel. Maintenant, je suis quasiment à 80% de mon chiffre d'affaires qui doit être en récurrence. Et c'est un bonheur sans nom. Je te dis une connerie, si je fais 400 000 euros de chiffre d'affaires, je suis ouais, 320 000 en récurrent, tu vois. Donc, déjà, t'es plus relax. Tu baisses pas ton froc pour avoir absolument un projet à faire des réductions dans tous les sens. S'il y a des clients avec lesquels t'as pas envie de bosser, t'y vas pas. Et limite, ça te donne plus d'assurance pour d'autres prochains clients en mode, bon, il a pas besoin de toi pour vivre, entre guillemets, même si forcément on cherche tous des clients. Et derrière, tu as des prestats et des moments de meilleure qualité avec les clients que tu gères au quotidien. Donc, c'est vraiment, vraiment plus cool. Par contre, il y a pour ceux, si un jour vous voulez monter une agence, un truc comme ça, ou vous êtes en agence, il y a aussi un double tranchant à ça. C'est que tes équipes en interne, si tu restes sur de la récurrence, potentiellement restent toujours sur le même projet. Et du coup, eux se fatiguent vite ou il faut que tu trouves des moyens pour apporter un peu de neuf, un peu de comme ça, tu vois, en interne. et Donc, comment tu gères voilà. ça justement? Comment tu gères ça? Soit tu fais des passations
2 clients, enfin, tu vois, nous, par exemple, j'ai 2 personnes en plus de moi en SEO dans la boîte. Du coup, tu fais des passations de clients d'une année à l'autre ou un truc comme ça, en leur expliquant, bah, t'as un regard neuf, etc. Ça continue le truc. Et eux, du coup, ils amènent vraiment ce côté un peu moteur, nouveau truc dans le projet et tout ça. Ce que tu vas chercher quand tu changes d'agence, en vrai. Donc ça, c'est cool. Et puis sinon, dans les équipes en interne, eux, c'est pareil. Ils ont en gros 70%, 70 à 80% de récurrents sur des clients qu'ils connaissent. Et par contre, ils gardent 20% de leur temps pour que moi, je leur amène des nouveaux audits, de nouveaux sites et potentiellement des nouveaux projets pour eux derrière. J'allais dire prospect, projet, mais la même chose. Des nouveaux projets pour eux derrière. Et du coup, ils peuvent maintenant, des fois, avoir le luxe de choisir en mode, ouais, il y a quelqu'un qui est plutôt sport de ouf, machin, l'autre qui est plus truc girly, est-ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et du coup, c'est toi qui gères l'intégralité de la prospection, enfin acquisition client? Ouais, alors je me suis toujours battu pour ça. Je te disais tout à l'heure, mais chez Infoconception, on n'a pas de contrat, ce qui fait que ma réputation, c'est toute ma boîte, tu vois, la satisfaction client. Et j'ai la chance depuis 15 ans d'avoir très peu de clients qui partent. Forcément, hein, t'as des choses qui évoluent, etc. Mais allez, si j'ai 7 à 8% de clients qui partent chaque année, c'est le grand max. Tu vois. Sinon, je conserve tous les autres et ça se garde. Donc, je me suis toujours dit, ça me fait chier la prospection, parce que je suis mauvais là-dedans. Je vais faire un maximum de choses pour que les gens viennent à moi. Donc, ça passe par le référencement naturel, ça passe par la satisfaction client et la recommandation de tes clients. Ça passe par ta présence dans des réseaux pro, dans des conférences, dans des ateliers, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je produis comme ça, je fais des contenus, un podcast, tu vois, Zéro Héros en SEO, là, qui est mon podcast sur le référencement. Et je produis des contenus, je partage des vidéos, je partage des trucs. Et mon objectif, c'est que les gens puissent associer cette belle tronche au référencement. Et quand ils disent, paf, besoin de référencement, ben tiens, il y avait ce gars-là, ça me parle. Il avait l'air pas trop con dans son domaine, on peut lui envoyer un petit message pour voir ce qu'il en pense. Et c'est ça qui m'amène 95% de mes prospects à l'heure actuelle. Et ça, en termes de progression, enfin, tu as commencé il y a 15 ans. Au Ouais. début, tu étais sur plateforme. Après, tu as commencé à grossir comme ça. Cette création de contenu, elle s'est mise en place quand et comment comment t'expliques justement le ratio de ton acquisition client par rapport à ça et par rapport à d'autres canaux? La création de contenu, elle s'est mise en place à partir de, en gros, 2020, où je te dis, c'est l'époque où je commençais à avoir peut-être 15 personnes dans la boîte. J'avais 14 salariés, une dizaine de salariés avec des alternants et machin. Et en fait, c'était là où c'était chaud parce que je faisais que du ponctuel. Donc, j'avais besoin de trouver tout le temps des nouveaux clients. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, LinkedIn, par exemple, pour citer ce truc-là, il y a un boulevard, je vois bien les autres qui le font, moi, je le fais pas. En fait, j'ai eu une grosse, pendant longtemps, j'ai procrastiné ce truc-là parce que je fais énormément de fautes d'orthographe, c'est catastrophique et ça me saoule. J'ai fait des formations, des machins, de ce que tu veux. Et en fait, j'osais pas communiquer à cause de ça. Maintenant, je m'en rends. Du coup, il y a de l'IA, des trucs comme ça. Et voilà, non, je fais attention, j'essaye, tu vois. Et du coup, ça m'a freiné pendant longtemps. Et en 2020, je me suis dit, vas-y, je vais sur la création. Donc, sur LinkedIn, principalement. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça m'a amené des nouveaux contacts. Et au fur et à mesure, je me dis, bah, tiens, ce canal-là, il est cool. LinkedIn me ramène du monde. Tiens, je suis arrivé sur Nantes. Sur Nantes, on me dit que bah, les réseaux pro, ça marche bien. Bah, je vais y aller. OK. Et puis, je m'implique dedans. Et puis, tiens, on m'a parlé, je vois des gens qui font des podcasts, tu vois. C'est un truc qui est, en termes de SEO, il n'y en a pas des milliers, des cents, tu vois, des podcasts. Donc, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Et du coup, en fait, pendant longtemps, j'avais une espèce de routine. Alors, je suis quelqu'un de très calé dans mes horaires. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, on était en retard, pardon à Maury, j'avais 15 minutes en retard. Mais tu vois, j'essaye d'avoir mes routines, mon planning à peu près défini. Et souvent, je me pointe genre à 7h30 le matin. Et de 7h30 à 8h30, je tente un truc. J'ai ma case, création de contenu, mais sur ce que je veux. Et au fur et à mesure des années, ça m'a permis de tester TikTok pendant tous les jours, une vidéo par jour à monter. Ça m'a permis de mettre LinkedIn pendant tous les jours une publication. Ça m'a permis de faire le podcast. Faudrait que je tente des trucs sur YouTube, etc. J'ai pas encore été trop là-dessus. Et du coup, ça te permet de tester plein de canaux comme ça qui te ramènent du monde. Et c'est ce qui, pour moi, maintenant fait le truc parce que j'ai des gens qui me contactent en disant, tiens, je t'ai vu sur TikTok. Tiens, je t'ai vu en réseau pro. Tiens, je t'ai vu sur LinkedIn ou j'écoute ton podcast Zéro Héros ici ou je t'ai vu à une conférence. Et tous ces trucs-là cumulés, c'est comme quand t'es, enfin, j'ai cette métaphore-là parce que j'étais à la plage avec mes filles, mais c'est comme quand t'es à la plage en bord de mer, tu fais ton petit château de sable et ça te saoule d'aller chercher de l'eau. Et en fait, il y a une stratégie qui est toute simple, messieurs, dames. Tu fais des grands traits dans le sable, en gros, de tout petits trucs, et ça te ramène dans une grande flaque. Et plus tu fais de traits, des tout petits, tout fins, tu te prends pas la tête, et plus ce truc-là se remplit. Et c'est exactement pareil en marketing digital. C'est plus tu vas aller choper des petits canaux comme ça,
et plus ton pot commun, donc ton vivier de prospects, il se remplit tout seul et sans effort. Voilà. Au-delà de cette stratégie d'acquisition marketing exceptionnelle, testez-le l'été prochain à la plage. Vous aurez Ouais, c'est ça. la plus belle mare de la plage. Et là, vous défoncerez tous les autres enfants à côté qui seront jaloux de vos gamines. Et voilà. C'est le grand secret de l'épisode. C'est ça. Putain, si on fait une masterclass sur un château de sable, mon gars. Carrément. Carrément. Ok, super intéressant. Si donc on a beaucoup parlé acquisition agence, structuration agence. Est-ce qu'on migrerait pas un petit peu SEO? Allez, vas-y, je suis chaud. Donc tu nous disais que sur la partie création de site, il y avait à la fois de la création de site pour le ponctuel, sur de l'hébergement, ce genre de choses pour du récurrent. Sur le SEO, tu parlais d'audit pour le ponctuel et justement de l'accompagnement pour du récurrent. Comment tu structures les différents éléments justement pour un client qui peut venir te voir pour un besoin SEO? Dans la méthode, comment on l'accompagne, tu veux dire? Ouais, carrément. Alors donc on a toujours eu un R1 qui se pointe, voilà, dans le calendrier, ça arrive, bonjour. J'ai une petite demi-heure en gros pour essayer de caler ses besoins, qu'est-ce qu'il amène ici, qu'est-ce qu'il veut, etc. En fonction de ça, je crée ce que j'appelle une roadmap. En gros, voilà, je vais analyser. En fait, je prends la prise de brief, ok. Je note tout sur un petit papier, je donne rendez-vous dans une semaine, et pendant une semaine, moi, c'est le délai que j'ai, en gros, pour dire, je vais aller scanner son site, je vais voir tout ce qui déconne selon moi, et en fonction de ça, je lui ferai un plan d'action. Et pour t'expliquer un petit peu ce que je vais checker, par exemple, si j'ai une marque qui vient me voir en disant, voilà, enfin, c'était le cas ce matin, tu vois, j'avais un cabinet comptable en Bretagne. Il disait, voilà, on aimerait être premier sur cabinet comptable Quimper, on sait rien. Et pour le coup, je vais vraiment me baser sur l'algorithme de AT, de Google, tu sais, expérience, expertise, fiabilité, autorité. Je vais vraiment me baser là-dessus. Et du coup, je vais aller checker le nom de la boîte sur Google. Je vais regarder en première page, est-ce que c'est vraiment que des sites qui parlent de cette entité-là, ou est-ce qu'on a des concurrents, des trucs comme ça, et auquel cas, on n'a pas une notion d'entité qui ressort tout de suite sur Google, tu vois. Je vais aller, donc ça me donne une première piste. Je vais aller checker les réseaux sociaux de l'entreprise. Je vais me dire, est-ce qu'ils ont un compte Facebook, combien ils ont d'abonnés, est-ce que le compte est tenu à jour. Je vais faire pareil sur Insta, TikTok, YouTube et tout. Ça me permet de voir, encore une fois, si le EAT est respecté, si sur Google, de manière générale, on a une vision d'entité de la boîte, tu vois. Je vais checker pareil sur la fiche entreprise. Est-ce qu'il y a une vraie fiche entreprise qui est présente? Est-ce qu'elle est bien tenue à jour? Est-ce qu'il y a des avis, etc. Et ça me donne une vue globale. Premier truc, c'est ma première slide, entre guillemets. Deuxième truc, je vais aller checker vraiment une étude du site en lui-même. Par exemple, il y a des outils type SEMrush, tu vois. Je vais aller voir, je vais dire, voilà, combien ils ont de trafic, est-ce qu'il est en hausse ou en stagnation, c'est quoi l'origine du trafic, est-ce que c'est de la notoriété de marque, ils sont connus, ils sont contents, ils pensent qu'ils ont du trafic, mais en fait, ils sont pas de nouveaux clients, tu vois. Je vais aller checker le côté technique du site avec un Google PageSpeed très vite, et puis je vais aller checker l'autorité. Et comme ça, sur ces 4 points-là, j'arrive à savoir si j'ai besoin d'un audit éditorial, j'ai besoin d'un audit technique, j'ai besoin d'un audit de réputation, et quel accompagnement je vais leur proposer derrière, parce que potentiellement, il y a une fiche Google à refaire, il y a des réseaux sociaux à gérer ou à supprimer, tu vois. Et je me fais comme ça un petit plan d'action, et c'est toujours, du coup, c'est pour ça que j'ai une semaine, parce que c'est toujours du cas par cas, et je vais toujours avoir un plan d'action derrière qui sera vraiment personnalisé en fonction des boîtes que j'ai. Donc, ce truc est fait. Tu balances ton plan d'action, tu le présentes en rendez-vous chez 45 minutes. Voilà, je présente mes slides, mon truc, voilà ce que je ferais si c'était ma boîte. Et derrière, tu mets les prix en face. Donc, tout ce qui est ponctuel. Tu as un audit, il te coûte X. Alors, je peux te donner les prix. Chez nous, c'est 1300 balles un audit éditorial et environ 500 balles un audit technique. Et du coup, c'est mes premiers trucs, mais c'est mon passage chez le toubib, tu vois. Je dis toujours ça comme ça. C'est en gros, tu as des symptômes, tu vas voir le docteur, ils te disent ils disent que tu dois prendre comme traitement. Le traitement, c'est l'accompagnement. Du coup, après, tu le fais en interne. Tu le fais avec une autre boîte, tu le fais avec nous, je m'en fous. Mais tu sais ce que tu as. Et au moins, dès l'audit, tu as eu de la valeur. Tu sais ce qu'il fallait faire, tu vois. Et après, bien sûr, généralement, les gens, je leur propose le plan d'action global, donc les audits, l'accompagnement SEO, et puis même l'accompagnement sur les réseaux sociaux quand il y en a besoin pour renforcer le et du coup, voilà. Et quand ils acceptent les audits, qu'on les a fait, qu'on les restitue, etc., qu'on a tout notre plan d'action, derrière, sur l'accompagnement, je suis un modèle agence, donc je vais vendre le temps de mes salariés. Je vais pas avoir d'offre packagée, encore une fois, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, je veux pas vendre un truc je veux pas que mes clients m'achètent un truc que je fais pas. Donc, j'ai pas d'offre packagée, 2 articles par mois et compagnie. Pour moi, c'est du bullshit, ce genre de truc. J'ai vraiment, en gros, t'achètes 7 heures chez un expert SEO chez Infoconception et pendant 7 heures, mon gars, il est en transpi complète et il doit gérer le maximum de trafic pour toi en fonction des besoins que tu as pour ton site à un instant T. Des fois, ça va être
créer du contenu, des fois ça va être optimiser du contenu, des fois ça va aller assainir un nom de domaine ou choper des backlinks, des fois ça va être l'optimisation du maillage interne. Peu importe, ils ont leur taf, ils connaissent leur métier et du coup, chaque mois, ils vont aller vérifier ce qui est le mieux à court terme à obtenir. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Et ça, tu le répètes tous les mois, sans engagement. Et vu qu'on a des retours positifs, bah du coup, ça roule. Carrément. Et du coup, le métier de SEO est quand même un métier multicasquette. Comment tu gères en fait, tu as besoin de contenu, tu as besoin de liens, tu as besoin de réseau. Ok, c'est une enveloppe de temps dispo, mais est-ce que c'est des gens différents qui gèrent ça? Est-ce que tu as des spécialistes par pôle ou est-ce que c'est des multicasquettes? Alors, ils sont multicasquettes dans le sens où ils vont ils vont piloter du SEO. Par contre, effectivement, si on se concentre, je sais pas, sur la rédaction de contenu, tu vois, effectivement, je vais avoir des boîtes qui ont des rédactions de contenu sur des métiers qui sont hyper nichés, sur lesquels j'aurais pas de plus-value à aller faire de la recherche de texte et des choses comme ça. Donc là, je peux m'entourer de plateformes, par exemple. Alors, il y en a plein qui existent. Bref, je vais m'entourer de plateformes, je vais aller chercher de la rédaction de texte dessus sur des mecs qui, eux, vont te mettre théoriquement en lien avec des mecs qui sont plus nichés sur tel ou tel domaine, la mode, le sport, les voyages, que tu veux. Et derrière, après, tu balances une relecture. Enfin, toi, tu as une vue en interne sur le respect de ta stratégie SEO. Et puis après, tu vas rebalancer ça au client en disant, est-ce que vous pouvez me valider le texte? Et là, tu supplies pour qu'il supprime pas tout et que ça défonce pas tout ton texte. Mais derrière, voilà comment on fait. On a vraiment ce côté-là, soit en mode, on demande aux clients un texte sur leur domaine spécifique, puisque c'est encore mieux. C'est encore eux qui en parlent le mieux. Je vais y arriver. Et du coup, ils nous envoient un texte et on corrige pour du SEO et on améliore. Ou alors, du coup, ils n'ont pas le temps. On va passer par des plateformes avec des personnes qui sont spécifiques sur des catégories de métiers, on va dire. Et derrière, nous, on relie pour la partie SEO, on renvoie au client, il valide et on intègre. Ok. Les clients connaissent effectivement parfaitement bien leur métier, mais c'est parfois aussi les experts qui ont un jargon tellement incompréhensible que ok, ça parle à d'autres experts, mais en fonction de la requête que tu veux cibler, si elle est assez haute dans le tunnel, en fait, il faut pas que ce soit eux qui en parlent, quoi. C'est ça dépend vraiment des métiers. Je te donne un exemple d'un client, il avait un institut sur le bien-être au sens large avec cryogénie, tout le bordel, etc. Et je lui dis, ok, très bien, tu as des noms d'appareils de dingue. Et effectivement, je pense que les gens qui recherchent ça, ils le savent déjà. Mais les gens qui cherchent juste à soigner une douleur au dos, à aller mieux, genre je suis fatigué, machin, c'est pas ces mots-clés-là qu'ils vont taper. Et il faut que tu ailles taper sur ces mots-clés-là d'abord et que tu fasses un contenu un peu plus générique. Et des fois, qui leur sort les yeux du crâne parce qu'ils disent, mais non, on fait pas ça. Mais en fait, ok, peut-être tu le fais pas sur ce terme spécifiquement dans ta compréhension, mais en tout cas, c'est ce que les gens vont rechercher. Et il n'y a pas de secret, c'est la demande qui crée l'offre. Tu vois, si tu dois t'adapter à ce que les gens vont taper sur Google et mettre ton ego de côté sur certains trucs, et c'est ce qu'il y a des fois en tant que dirigeant d'agence ou chef de projet SEO dans une agence, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué à faire passer au niveau des clients. Et comment tu t'y prends, ça, justement? La gestion de l'ego. La gestion de l'ego, moi c'est assez cash parce que dès mes premiers rendez-vous, je dis aux gens que je suis toujours sans langue de bois et que je j'hésiterai pas à mouiller mon maillot et à défendre mes opinions. Si je pense que ce qu'ils veulent faire c'est de la merde, je leur dirais on peut mieux faire. Mais en fait, vu que je l'ai dès le début, il y a des clients pour lesquels ça passe pas et du coup je bosserai pas avec, donc c'est filtré. Et il y a des clients ils me disent bah putain enfin. Tu vois, quelqu'un qui ose nous dire les trucs et qui cherche pas juste à vendre sa presta en sachant que ça marchera pas. Et ça, c'est aussi peut-être un des trucs qui fait le succès de la boîte à l'heure actuelle. Donc, faut pas hésiter à assumer vos opinions quand vous avez des prestats SEO. Si ton client il veut faire un truc et tu sais que c'est nul et que ça va pas marcher, tu proposes une solution, un ex, bien sûr, hein, tu proposes une solution, un truc comme ça. Mais si un client vient te chercher en expert SEO, c'est toi l'expert, c'est pas lui. Donc, à un moment temps, tu as un espèce de devoir de conseil. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Sur du mais de façon plus large, hein. Je pense que ça, ce conseil Ouais, s'applique partout dans la vie, quoi. carrément. En termes, du coup, on a une méthode globale. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important pour la réussite SEO en 2025 et à venir là? Très clairement, alors on va dire à partir du moment où tu as fait le taf minimum sur un site internet, tu as ton site, tu as respecté les fondamentaux, balise title, mots-clés, etc. Le plus important pour moi, c'est le multicanal. Vraiment, c'est deux trucs. Multicanal et UX du site internet. Vraiment, c'est les deux trucs que je mettrai en avant. Et ce qui fait la diff et qu'on voit, nous, des clients qui se sont plantés, etc., ou des clients qui avaient des gros sites à fort trafic et qui remontent plus, c'est soit parce que Google, il entend parler de toi que sur ton site internet et nulle part ailleurs, et auquel cas, c'est logique que tu plonges.
parce que manque d'expérience, expertise, d'autorité, enfin bref, tous les facteurs de l'EAT. Et sur l'UX, on voit énormément de sites internet. Si tu fais un comparatif, que tu fais une recherche sur Google sur un mot-clé qui est très spécifique, tu regardes généralement dans le top 5, les sites, ils sont carrés, quoi. Ils sont esthétiquement, ils sont jolis, c'est agréable à utiliser, etc. Donc toi, quand tu arrives avec un site qui a 10 ans d'âge dans l'aile et que ça se voit graphiquement, t'es mort d'avance, tu vois. Et j'ai vu vraiment des sites se plomber comme ça avec des dirigeants où il fallait faire changer, en disant, ben, ok, là, vraiment, il y a besoin d'une refonte graphique, il y a besoin de faire un truc, tu vois. Et pour moi, c'est les critères fondamentaux 2025, 2026, 2024, ce que tu veux, mais là, en ce moment, c'est ça. C'est être présent un peu partout et avoir un site qui soit cool à utiliser. À partir du moment où tu respectes les bonnes pratiques SEO basiques. Mais pour moi, c'est ça. Ok. Le fameux SEO 360, enfin, ils mettent plein de mots sur le sujet maintenant. Ouais, non, mais c'est clair. Et tu vois, j'avais un débat sur SEO Camp et la FEDSEM et tout ça. Même eux changent de nom sur ce genre de truc, tu vois. Mais je pense que tout le monde a capté que de toute manière, déjà, les recherches, elles sont plus que par Google. Tu vois, t'as tous les réseaux sociaux, t'as YouTube et tout, t'as plein de trucs. Et c'est une question de génération. Et effectivement, maintenant, tu as besoin d'ancrer ta marque partout. Et tu vois, je te parle même pas de l'IA qui vont se baser sur des recherches de Bing, par exemple, où pour le coup, maintenant, on disait fallait faire du Google, fallait un site, fallait faire du SEO. Maintenant, il faut faire du SEO, il faut avoir un super site, il faut être présent sur LinkedIn, il faut être présent sur YouTube, il faut être présent sur TikTok. Faut que ton site soit compatible avec Bing si tu veux ressortir dans les prochains moteurs de recherche, genre ChatGPT et Perplexity. Et voilà, tu vois, il y a le SEO est devenu pas plus complexe, mais plus long à mettre en place parce qu'il faut faire plein de choses. Avant, fallait faire un truc bien, fallait être présent 10 fois au même endroit, tu vois, fallait que tu es sur tel ou tel mot-clé. Maintenant, il vaut mieux être présent une fois à plein d'endroits différents que 10 fois même, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qui fait pour moi le SEO j'allais dire de demain, mais même dans ce moment. Est-ce que du coup, il y a encore un intérêt à faire du SEO? Alors, je pense que clairement, ce terme SEO est amené à disparaître. Vraiment, Search Engine Optimization, là, le fait d'améliorer ton positionnement dans un moteur de recherche, ça a plus de sens. Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de demande et d'utilisation, tu vois. Les gens ne recherchent pas que par des moteurs de recherche maintenant. Et du coup, l'objectif du SEO, c'est quoi? C'est d'amener du monde sur ton site pour faire du business. Et sauf que maintenant, le business, tu peux l'avoir dans plein de formats différents sur Internet, tu vois. Là, on parle juste de digital, on parle de réseau social, on n'a pas parlé de SEA non plus, mais de fiches entreprises et de réseaux sociaux. On pourrait très bien parler d'emailing, tu vois, ce genre de trucs. Tout ça, pour moi, c'est des choses qu'il faut mettre en place dans une boîte maintenant. Tu vois. Et c'est pas du SEO ou pas du SEO à l'ancienne, mais du SEO 360. Ouais, si tu veux, pour moi, c'est ce truc-là, carrément. Est-ce que toi, pour InfoConception, tu as une visibilité est-ce que tu fais de l'emailing, par exemple? Ouais, c'est des choses qu'on va proposer. Encore une fois, c'est en fonction du besoin de mon premier rendez-vous que j'ai. On va lister les besoins des gens et tu sais, avec l'espèce d'enquête que je mène dès le début, en gros, comment tu ressors sur Google et tout ça, s'il y a des gens qui me disent, moi, mon objectif, c'est, tu vois, j'avais un chocolatier, par exemple, mon objectif, c'est faire mon chiffre annuel. Très bien. Et tu as déjà, je sais pas, 5 ans d'ancienneté, 1500 personnes dans ton truc, mais tu jamais fait d'emailing. Je suis sûr qu'en un mail, je te fais plus de commandes que tu as fait l'année dernière en SEO, en SEA, avec 2 fois moins de tarifs. Mais juste parce que tu n'avais pas ce levier-là en tête. Et pourtant, un mail avec un bon copywriting, tu fais une boucle de 2, 3 trucs, ça passe, tu vois. Mais c'est un levier qui n'était pas exploité par la boîte en question à ce moment-là. Et effectivement, on l'a fait l'année dernière, il a fait son chiffre, il était content, machin. Donc c'est cool. Et pour moi, et c'est peut-être ça l'intérêt d'une agence maintenant, c'est d'avoir une espèce de vision, un peu 360, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais ouais, la vision globale et te dire, moi j'ai d'autres clients qui bossent comme ça et ça pourrait être intéressant pour toi, etc., etc. Et l'acquisition, enfin le fait d'avoir des clients, des prospects qui viennent sur ton site ou qui viennent d'ailleurs, même maintenant, en fait, c'est une stratégie web globale et plus que SEO. Ouais, ça c'est clair. T'as des chiffres un peu sur l'acquisition, enfin tu vois, genre une part acquisition SEO pour ton agence ou pour des clients versus autres canaux. Moi, je peux te le donner en interne pour les miens parce que c'est ceux que je connais le mieux. Après, pour mes clients, je t'avoue que j'ai que accès aux stats SEO, SIA. Nous, pour InfoConception, globalement, on a le bouche à oreille et la recommandation client qui doit être, je sais pas, peut-être 40% de notre, je vais te donner les pourcentages à peu près, mais peut-être 40% de notre rapport
de nouveaux devis signés, tu vois. C'est du bouche-oreille ou de la fidélisation. Derrière, c'est les réseaux pro. Encore une fois, donc ça revient un peu au bouche-oreille, mais c'est le fait d'être présent, de faire des conférences, des ateliers, d'être dans des clubs de dirigeants, de trucs comme ça. Derrière, c'est les réseaux sociaux, même si mon cœur d'activité, bordel, c'est le SEO, c'est les réseaux sociaux qui marchent mieux parce qu'il y en a plus que juste un site, tu vois. Si tu es présent, encore une fois, tu vois, moi, en mon nom, j'ai un podcast, j'ai une newsletter, j'ai du LinkedIn, j'ai du TikTok. Forcément, tu cumules tout ça, je fais plus de trafic que sur mon propre site en SEO ou en SIA, tu vois. Et c'est pas grave, c'est pas une compète. L'objectif, c'est de tout avoir. Mais du coup, les réseaux sociaux m'amènent peut-être plus de monde. Et puis après, le SEO, puis après, je sais pas, je mesure pas. Mais globalement, pour donner un ordre d'idée, LinkedIn, j'ai 1 à 2 demandes de visio par semaine à peu près. Donc ça marche bien. Le podcast m'amène peut-être 1 à 2 demandes par mois, mais sur des plus grosses boîtes et des boîtes que j'aurais pas touchées localement, donc ça c'est cool. Et les réseaux pro et bouche à oreille, c'est pareil, peut-être 2 à 3 demandes par semaine. Et SEO, peut-être on va dire une qualifiée, parce qu'il y en a plein des demandes en SEO, mais une qualifiée toutes les 2 semaines. Ok. Ah oui, effectivement, c'est un beau multiple, quoi. On peut être sur Ouais. un x4. Et dans réseau pro, moi j'en ai plusieurs en tête, mais en gros, c'est quoi? C'est des BNI, des choses comme ça? Ouais, carrément. Alors, si on parle côté réseau pro, vraiment, j'en ai fait beaucoup pour le plus grand plaisir de ma famille qui me voit jamais le soir. Mais du coup, pour moi, tu as plusieurs types de réseaux. Si vous vous lancez là-dedans, faut vraiment savoir ce que vous y cherchez. Tu as des réseaux qui sont assumés business, genre BNI, ouais, Dinaby, club d'affaires et tout ça. Et t'as des réseaux qui sont orientés contact, par exemple des réseaux d'entreprises locales, tu vois, de ta commune, tu regroupes toutes les entreprises, vous voyez, vous buvez un verre, etc. Mais c'est pas pour objectif d'échanger des cartes de visite et de vendre des devis, tu vois. Et puis il y a un autre truc qui fonctionne bien, que j'aime beaucoup, c'est les réseaux sportifs, tu vas t'associer à un club de sport. Nous, par exemple, on est partenaire des Corsaires de Nantes, l'équipe de hockey. Tu vois, on a refait leur site internet. En échange de ça, on a accès aux places, donc ça fidélise des clients, c'est bien pour les collabs. Tu passes des bons moments et tu rencontres d'autres partenaires dans les espaces VIP, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est tout bête, mais c'est un truc qui ramène énormément de prospects à terme si tu es présent. C'est toujours la même chose, c'est faut que les gens voient ta tronche, qu'ils associent ça à un logo, un machin, à ce que tu veux. Et à partir de là, dès qu'ils ont besoin et que ça matche avec eux sur le côté humain, ils feront appel à toi derrière. Ouais, carrément. Très clair. Et donc, on a parlé, pour revenir sur la partie SEO, on a parlé donc multicanal et UX. Ouais. Si tu devais lister les ou le point le plus surcoté du moment en SEO. Surcoté? On fera le sous-coté après, hein, donc si tu veux commencer par là, tu peux. Mais... Surcoté, je vais dire l'aspect technique d'un site. Même si ça me fait chier parce que je suis développeur de métier et j'ai pas envie de le dire, mais je t'avoue que je vois des sites qui rankent alors qu'ils ont un Google PageSpeed qui est dégueulasse par rapport à d'autres qui sont derrière et qui ont un Google PageSpeed qui sont mieux. Donc la partie, même si ça fait partie des fondamentaux de Google, il faut que ton site il soit rapide, temps de chargement, etc. La partie technique pour moi est surcotée encore. Est-ce que tu as d'autres éléments ou est-ce que c'est vraiment genre ton gros gagnant du surcotage? Ouais, je pense que surcoté, ouais, j'avais les backlinks en tête, mais backlink en fait ça dépend si c'est mal fait, c'est surcoté, si c'est bien fait, c'est sous-coté, ça dépend vraiment de qui va piloter ta campagne derrière. Mais si tu te dis par exemple, je vais sur une plateforme, je mets 2000 balles de backlink par mois et je regarde pas ce qui se passe, c'est surcoté, ça marchera pas. Tu vois. Si par contre tu as une vraie stratégie derrière, tu sais ce que tu veux et tu vas choper du bon backlink, ça marche. C'est quoi un bon backlink? Pour moi, un bon backlink, c'est une page qui a un authority score qui est forcément meilleur que la tienne. C'est un site internet qui a une bonne antériorité au niveau du nom de domaine. C'est un lien qui est intégré dans un contenu qui est quali et qui renvoie pour la bonne raison chez toi, pas une page partenaire, enfin les trucs classiques. Et puis voilà, principalement, ça va être ça, quoi. Okay. Est-ce que tu en as un autre de point? Un domaine d'activité qui est connexe au tien. Okay. Bien. En gros, une page puissante dans ta thématique enfin, un lien naturel, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est un lien naturel dans le sens où, normalement, si toi, tu parlerais de ce truc-là pour le citer en exemple,
je te dis une connerie, je sais pas, je me suis formé en SEO, j'ai été apprendre tout sur le site d'Abondance. Tu mettrais, toi, naturellement, un lien vers cette plateforme-là parce que tu en parles, que tu connais et que c'est réel. Et ben, en fait, un bon backlink, ce serait que ce soit l'inverse qui se passe. Voilà ce que c'est que ce serait la bonne plateforme qui est plus connue que toi, qui, elle, fasse un lien vers toi pour une raison tout aussi quali. Ça, humainement et dans la logique cérébrale, ce serait ça un bon backlink. Ouais, bah, puis même, j'ai vu des exemples de sites qui font un lien vers pour parler du truc inverse, un site qui Ouais. fait un lien vers un site qui veut justement un backlink. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est le site qui fait le lien qui remonte parce que Ah ouais. sémantiquement, c'est ultra pertinent. Enfin, c'est un peu comme le truc de tu cites cette source. Oui, exactement. Et du coup, Ouais. il y a des choses un peu contre-intuitives comme ça qui, C'est vrai, mais parce que c'est un espèce de double effet qui se coule auquel tu t'attendais pas et du coup, mais en toute logique, enfin, ça l'est, tu vois, effectivement, si tu reprends le côté prouver l'expérience, l'expertise, si tu cites ça en source ou que Google peut l'interpréter comme ça en disant selon tel site internet, nous avons vu que 100 agences web à Nantes sont merveilleuses, j'en sais rien. Et ben du coup, effectivement, toi, tu avais chopé ça à la base pour avoir un backlink en disant comment témoigner d'infoconception, et au final, c'est l'autre qui l'a parce qu'il a créé un contenu tellement quali que en fait, il va choper du rank là-dessus aussi. après, ça ouvre aussi la porte du fameux parasite SEO du moment où tu te positionnes avec d'autres sites que le tien qui ont de Ouais. l'autorité, parce que c'est un peu la méta du moment. Et en fait, tant que le site amène du trafic, en fait, peut-être que tu n'achètes pas juste du backlink, tu achètes de l'acquisition de trafic, en fait. Moi, je suis assez d'accord. Et tu vois, sur la question de tout à l'heure, où tu disais du surcoté, et là, un truc qui est sous-coté, que les gens font pas et que j'essaye de vendre, par exemple, sur les clients chez nous, et c'est chaud, mais c'est de mettre en avant les profils des personnes qui écrivent sur le site internet pour justement renforcer encore une fois le AT du site. Si par exemple, je sais pas, tu as une boîte sur le recrutement et que tu as le dirigeant qui est expert là-dedans et qui fait des articles de blog sur le site ou des pages, le premier truc à faire, c'est de vérifier justement qu'il est mentionné comme auteur, qu'il y a les données structurées qui soient respectées, que ce soit bien mis en avant. Et à côté de ça, pour pousser le truc, il faudrait que ce mec-là ait un site internet sous son nom à lui, qui parle aussi de ce sujet-là et qui soit présent au Google comme expert sur un truc, tu vois. Enfin, typiquement, moi, j'ai une pauvre page de vente sur moi. Si tu tapes dimitriajon.fr, tu auras un site internet tout basique où c'est marqué Dimitri Ajon, expert SEO, machin. Et c'est juste pour avoir une espèce d'autorité sur Google qui va pousser mon site et tous les rédacs que je peux faire sur d'autres sites internet. Et Ouais. ça, c'est des trucs qui sont pour l'instant sous-cotés encore. Et du coup, il y avait un peu le hack du moment où tu mets une fiche auteur. C'était un peu les gens comprenaient l'EAT comme ça à un moment en tout cas. Toi, une bonne présentation de l'auteur d'un contenu, c'est quoi justement? Enfin, il y aura un lien vers un profil réaliste et cohérent. Et Ouais, comment tu le décrirais? si tu es, imaginons, c'est le site de ta boîte et tu veux une bonne présentation de l'auteur, donc tu as pour moi la page auteur sur le site de ta boîte, tu vois. Donc vraiment, tu vas mettre en avant, par exemple, si je reprends mon truc sur Infoconception, tu cliques sur mon portrait, tu vas voir ma photo, ça va être marqué un petit texte sur moi qui renvoie vers une page qui me présente un peu plus en détail et puis tu auras le listing de tous les articles que j'ai pu créer sur le site ou des trucs comme ça. Ça, pour l'instant, c'est une bonne page auteur dans le sens où c'est ce qu'on attend vraiment d'une page auteur, c'est qui est la personne derrière les contenus. Tu vois, donc ça, c'est logique, ça le fait. Et ça, c'est vraiment sur ton site. Et après, ce truc-là, il faut juste le pousser plus loin. Si par exemple, on reprend sur mon profil, eh ben, je pourrais pousser en mettant mon lien vers mon compte LinkedIn, même si c'est un lien sortant, je m'en fous. Je vais pousser d'autres contenus de moi qui parlent aussi de référencement, puisque sur LinkedIn, c'est là-dessus que je vais communiquer. Je peux pousser un lien vers je sais pas, mon compte TikTok. Je peux pousser un lien vers une inscription à ma newsletter ou sur un truc Substack. Tu vas voir qu'il y a encore d'autres contenus. Du moment que tu pousses une personne et que cette personne, elle est rattachée à une activité qui est similaire à ce pour laquelle elle publie sur ton site, tu fais un bon auteur et tu t'améliores ton EAT. Par contre, tu vois, si je mettais des trucs en mode, Dimitri, il a fait des combats en Angleterre, je sais pas quoi, et je mets un truc là-dessus, je pèterais tout mon truc, tu vois, ça n'aurait aucun sens. Il faudrait limite que je fasse gaffe à mes réputations pour effacer ce genre de trucs, tu vois, sur Internet. Et là, il y a des trucs à faire. En termes du coup en gros, il faut une personne, un sujet ou une personne. Enfin, en gros, c'est combien de sujets peut avoir une personne? C'est chaud ça aussi. Pour moi, une personne, une thématique, ouais. Là, par exemple, c'est même les choix de stratégie. Je te dis, nous, on fait de la création de site internet, du référencement. Pour autant, je communique exclusivement que sur le référencement. Même sur mon article de blog et tout ça, je te fais pas d'article sur
comment écrire un site sur Divi parce que j'ai d'abord envie que Google m'associe complètement à l'entité référencement et après, au fur et à mesure, bah, tu vas étendre sur le marketing un peu plus global, etc., etc. Mais pour moi, il y a un bon test. Si vous voulez faire un test comme ça, si vous voulez savoir si vous êtes un bon auteur et que vous êtes bien détecté comme tel, moi, je me base sur c'est Perplexity. Le moteur de recherche, la l'IA. Tu te bases là-dessus, tu fais une recherche sur qui est, par exemple, tu fais Amaury Duval, qui est Amaury Duval. S'il te ressort un truc complet sur vraiment ce que tu fais et ce que tu as envie, bah, c'est OK. Ça veut dire que globalement, tu as une vue sur le web qui est pas trop mal, même si c'est pas Google qui tourne derrière. Mais par contre, s'il commence à te confondre avec un artiste peintre, un garagiste, un machin ou d'autres personnes qui ont des trucs sur Internet, bah, ça veut dire que de base, tu as déjà du taf à faire là-dessus pour noyer tout le reste des résultats et montrer que toi, tu es présent que là-dessus. Tu vois. Et ça, c'est un super bon test à faire quand tu veux remonter le site d'une boîte et avec le profil auteur de la personne. C'est marrant que tu dis ça parce que il s'avère que Amaury Duval était un nom d'un artiste peintre. Ce qui est un enfer, du coup, parce que va te battre contre Exactement. Wikipédia, tu vois. Alors, effectivement, se battre contre Wikipédia, c'est très chaud, mais pour autant, il faudrait que si ouais, il faudrait qu'il y ait un max de contenu sur toi qui présente cette activité, enfin l'activité sur laquelle tu veux communiquer. Et du coup, Ouais. quitte à créer des faux sites, entre guillemets, genre, tu vois, une page sur toi, sur un truc comme ça, tu vois, une espèce de à propos, mais que tu aurais foutu sur un autre domaine, quoi. Ouais, effectivement, c'est mon site enfin, j'ai un site pour moi, j'ai d'autres sites qui font ça, donc je le fais et effectivement. Bah, il y a ma chaîne YouTube qui sort, enfin, tu vois, il y a pas mal de sujets, donc, mais bon, va quand même, enfin, tu vois, c'est quand les mecs cherchent ça, est-ce qu'ils cherchent le fameux peintre ou est-ce qu'ils cherchent le vrai Amaury contemporain, quoi? Je sais pas. Ah bah oui, tu pourrais jouer ça avec le Hammering contemporain, sans déconner, il y a moyen de détourner du trafic. Carrément. Donc, ouais. Ou alors, faut que tu montes en notoriété pour avoir ta page Wikipédia, Morien. Peut-être ça, là, Mais c'est ça. Non, mais de toute façon, il n'y a ouais. pas de secret, hein. Je vais essayer d'avoir ma page profil, enfin, sur Google, ma page Wikipédia. Mais bon, il y a encore peut-être un poil de chemin pour la page Wikipédia. Ouais, je crois, j'avais échangé avec une personne qui m'expliquait que, en gros, tant que tu fais pas régulièrement du plateau télé et des tribunes dans des médias presse hyper connus, t'as peu de chances d'avoir une page wiki. Ou alors qu'elle se fasse dégager au bout de 10 secondes, quoi. Ouais. C'est ce que tu as essayé dans le fameux Empire Infoconception. Exactement. Voilà, pour l'instant, on est plus proche de l'artisan du coin que du Monopoly. Mais ça va. Ça va venir. Ouais. Écoute, Sûr. dominer Nantes comme bonne base avant d'aller conquérir le Ouais, reste. ouais, c'est ça. Mais je suis un cow-boy dans ma tête. Moi, je veux prendre la France. Je veux la France, nom de Dieu. Comme Napoléon avant d'aller prendre le reste. C'est ça. C'est ça. Exactement. Trop bien. Tu nous parlais du coup d'un point sous-coté, les auteurs. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais. Ne pas se remettre en question. C'est un truc que je vois souvent et qui pêche dans les stratégies SEO. C'est le fait que à partir du moment où tu as fait un plan d'action, tu as décidé des trucs, etc., faut être capable d'être dans l'autocritique et de te refaire de temps en temps des bilans en mode OK, j'avais décidé ça en janvier 2023. Là, aujourd'hui, on est en janvier 2025, ce qui est pas vrai, en mois de février, les gens. Mais du coup, est-ce que je suis prêt à remettre tout en question pour retravailler des trucs? Et souvent, par principe de cohérence et d'aller toujours dans la même direction que tu t'es fait, et t'as mis tellement d'efforts que de toute façon tu changeras plus, machin, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ça va impacter plein de trucs. Ça va impacter ton arborescence, ça va impacter ton maillage interne, ça va impacter les contenus que tu crées, ça va impacter qui crée les contenus, etc. Mais tant que t'es pas prêt à te remettre en question sur une stratégie SEO, et ben du coup, tu veux du changement sans changer, tu vois. Et ça marchera jamais. Et pour moi, c'est un truc qui est sous-coté, qu'on fait pas. C'est te reposer en mode t'es le petit alternant qui arrive dans la boîte et qui veut tout mettre à plat pour tout comprendre. Et là, tu te rends compte qu'il y a des erreurs monumentales et qu'on ferait plus pareil maintenant. Et ça, pour moi, c'est sous-coté parce que par manque de temps, par manque de conviction et pas par principe de cohérence, du coup, tu le fais jamais. Et pourtant, ça marche trop bien. Ouais, bah, c'est un peu en dev, on va parler de dev technique où ce qu'on soit bien en fait, tu as mis du code sur du code et tu as empilé des fonctionnalités dont certaines qui sont plus utilisées ou qui sont mal écrites. Ouais. Mais en fait, tu as la même chose sur un site. Tu as chacun qui peut, avec l'historique, améliorer potentiellement incrémentalement sa façon de faire les choses un peu mieux. Mais en fait, du coup, ça crée un carnaval sur ton site. Et derrière, c'est un chantier quand même significatif de remettre à plat, Ouais. mais en même temps, ça peut avoir des bénéfices cohérents avec la significativité du changement, quoi. Et ce qui est compliqué, c'est que je pense que c'est pas, on va avoir des gens qui vont se réfugier en disant non, mais c'est pas ce qui avait été dit par les experts et tout ça. En fait, c'est juste une question d'ego.
Le vrai message derrière, c'est non, on peut pas tout jeter à la poubelle. Alors que si, il faut. Enfin, des fois, hein, jetez pas tout, ils vont tous détruire leur site, ça va être un carnage. Tu vas avoir des mots de haine partout. Non, non, mais en tout cas, challengez-vous vous-même avant que ce soit un concurrent qui vienne le faire. Ouais. Voilà. Surtout sur une Tac. agence SEO, c'est ça. C'est soit tu es en capacité d'amener un regard neuf de temps en temps, soit ton client il va aller chercher notre boîte. Donc, avoir un regard neuf. Ouais, carrément. Ça refait le point avec agence. Est-ce que, enfin, quels sont pour toi les avantages et inconvénients d'une agence par rapport à une autre solution? Et les autres solutions, ça peut être soit du freelance, soit de l'interne. Bah, alors il y en a plein pour le coup, mais je pense qu'on l'a tous un peu en tête. Avantage agence freelance, il y en a plusieurs. Avantage agence, c'est que tu peux avoir plusieurs experts qui vont venir sur un projet. Vu que c'est une agence, il y a plein de choses intéressantes. L'autre avantage, c'est que généralement des agences, elles ont de l'ancienneté, elles ont des process. Ce qui veut dire que l'agence théoriquement sera encore là dans 2-3 ans et ton freelance, tu sais pas, si je suis un comparatif, tu vois. Et l'autre côté, c'est que vu que ça a été processé, en gros, tu sais que la méthode, elle est tenue et que ce sera carré. Tu vois, un freelance, c'est une question d'humain. Tu fais confiance à la personne. Il y en a qui fonctionnent très bien et ça marche et qui sont là depuis des années, hein, tu vois. Mais tu peux toujours avoir ce côté-là. En gros, il est solo. Comment il fait pour avoir un œil critique sur son travail? Est-ce que les résultats, je les aurai en temps en heure? Est-ce qu'il sera là encore demain? Est-ce qu'il sait faire tout ce dont j'ai vraiment besoin ou est-ce qu'il me mitonne pour me vendre une presta? Tu vois, je pense sur un site internet, quand tu fais un site internet, tu as besoin d'un designer, tu as besoin de référenceur, tu as besoin de codeur ou d'intégrateur si tu passes par des solutions de type CMS. Mais pour le coup, c'est quand même assez rare d'avoir une personne qui soit compétente sur tous ces trucs-là, qui soit encore freelance, tu vois. Donc après, il y a une question, il y a une question de spécificité. Donc là, je suis dans les avantages agence vs freelance, mais il y a aussi des inconvénients à bosser en agence. Une agence, généralement, il y a moins de réactivité parce que c'est une équipe et c'est tout un écosystème à faire bouger, etc. Tu as généralement des prestats qui sont plus chers parce que justement aussi, c'est une équipe, tu as des charges, tu as des bureaux, un free, il est peut-être chez lui à son ordi et moins de charges, moins de taux horaire, tu vois. Et voilà, il sera plus réactif aussi sur certains points. Donc, tu as toujours de l'avantage inconvénient. Pour moi, les petites boîtes vont avoir plus de facilité à bosser avec des free parce que c'est moins cher, plus accessible, plus réactif et plus souple sur ce qu'ils veulent faire, pas faire, etc. Et par contre, nous, hein, les agences, on va toucher les boîtes qui se sont plantées une ou deux fois et qui disent bon bah c'est bon, maintenant on bosse avec des pros entre guillemets, mais des gens plus costauds. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. carrément, carrément. Bon, après, t'as toujours, t'as le pendant. Moi, j'ai récupéré des gros clients qui me disent venaient d'agence qui s'étaient À fait planter l'inverse, aussi. Et je c'est pense ça. que peut-être que la réponse ultime, c'est ça dépend un petit peu de la relation que tu vas avoir avec l'entité, que ce soit une agence, un freelance, Mm. et derrière, l'implication qu'ils peuvent avoir dans la réussite de ton projet, Ouais. l'adéquation talent projet, quoi. Bah, je suis d'accord, tu vois, il y a même des clients pour lesquels ils avaient un chargé de projet. Et le jour où la personne part, bah, du coup, la confiance était avec cette personne-là. Et moi, ça va être compliqué de revendre un autre chargé de projet derrière, tu vois, par exemple. Alors qu'au final, tu étais en agence, mais tu bossais avec une personne qui t'allait bien, quoi. Donc, tu as ce Ouais. côté match humain. Le freelance, salarié, agence, quoi. Ouais, ouais, Qui est un peu faut un tout. Mais ouais. On avait parlé un petit peu du bon backlink. Est-ce que tu as des recos sur un bon contenu? Ah, bon contenu. Ouais, pour moi, on a tendance il y a plein d'outils qui existent hein, pour la rédac de contenu. Tu sais bien de quoi je parle. Tu développes des outils sympas. Il y a plein de trucs. Pour moi, la meilleure rédaction de contenu, j'en avais parlé avec Thomas Meyer de Live Mentor, je sais pas si tu connais. C'était vraiment du jus de cerveau à la base. C'est te dire, putain, je me revois toujours comme ça en fait. T'es en sixième, t'as une putain de dictée ou de rédac à faire et t'as 3 pages. On te dit parle de ça et tu parles de ça. Et t'as pas le choix. Tu t'es calé 1 heure, tu le fais. T'es pas en mode aller choper du chat GPT et tout. Pour l'instant, tu vois. Au début, commence par réfléchir par toi-même. Tu veux faire, je sais pas, une rédaction sur comment créer un podcast. Et ben, ou sur le terme création de podcast. Et ben, tu vas dire c'est quoi un podcast, comment on fait une création. Tu vas essayer de te demander c'est quoi les logiciels derrière. Ok, tu parles de logiciel, du coup, combien ça coûte? Ok, combien ça coûte, mais est-ce que c'est complexe à mettre en place? Ok, c'est complexe à mettre en place, parce qu'il y a des personnes qui le font. Après, tu reviens sur... Et en fait, tu fais du toboggan, comme ça, tout le temps. Une question en enchaîne une autre. Tu traites tout ton sujet de fond. Tu essayes d'avoir fait une tribune ou d'écrire un bouquin complet sur ton bordel en mode Frankenstein, au moins dans les grandes lignes. Pour moi, ça cale un bon contenu parce que tu m'es même pas fait chier à aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu as déjà ton idée, ton ton.
ta thématique et déjà, ça amènera de l'originalité à Google, donc c'est cool. Et une fois que tu as ça, bah, clairement, tu passes par l'outil SEO, tu peux t'aider de l'IA pour rédiger des textes, etc., mettre en forme des outils comme le tien, tu vois, pour trouver des bonnes structurations, des choses comme ça peut être hyper intéressant. Mais pour moi, à la base, ça passe par juste de la réflexion. Un bon contenu, c'est un contenu qui vient de ton cerveau avant de venir du lien. Et du coup, comment tu fais enfin, qu'est-ce que tu penses de l'IA, la génération de contenu, l'Eldorado du moment? Bah, en vrai, je vais te donner des trucs que tout le monde a déjà dit, c'est compliqué, mais c'est facile, c'est pareil, tu t'en sers. Alors, si on parle en SEO, tu t'en sers comme d'un assistant, c'est très bien fait, ça va t'aider à mettre plein de trucs en place. Tu peux, par exemple, je sais pas, imaginons, on repart sur le côté contenu. Moi, je vais écrire à ma sauce avec mes fautes d'orthographe, je vais écrire avec mes termes, mon langage un peu punchy. Si je passe de l'IA en disant, bah, est-ce que tu peux argumenter tel point? Est-ce que tu peux changer de ton pour caler un peu mieux avec le discours du site de mon client? Voilà, est-ce que tu peux aérer plein de trucs comme ça? C'est un super assistant, ça marche super bien. Sur la partie, tu vois, sur la partie rédac, sur la partie génération d'images, je suis absolument contre ce genre de truc. Enfin, la génération d'IA pour les images IA dans les articles, pour moi, ça se voit. Je sais pas pourquoi, mais ça se voit, ça se ressent, c'est pas naturel. Vaut mieux faire des vraies photos, des trucs comme ça. Et puis après, au sens large, par contre, l'IA dans une agence, dans l'acquisition, dans l'automatisation, dans plein de trucs, c'est une merveille. Je pense que tu peux plus être contre l'IA ou alors c'est que tu vas crever, que tu vas Pré-retraite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, je sais pas, c'est comme ceux je vais dire, qui n'ont pas voulu de la DSL dans les foyers, qui n'ont pas voulu qu'on dit que le Minitel c'était nul à l'époque, qui se sont dit que, je sais pas. Rendez-nous nos machines à écrire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tous ceux qui sont réfractaires au changement, c'est le propre de l'homme, c'est de s'adapter. C'est le propre des référenceurs, encore plus, de s'adapter, de combiner. Pour moi, quelqu'un qui veut pas changer, bah, il est foutu d'avance, surtout dans notre secteur d'activité. Je suis ultra d'accord avec toi. Enfin, l'IA, je m'en sers au quotidien, c'est une merveille absolue. C'est un assistant et c'est justement un accélérateur, Ouais. mais je le vois pas comme un remplaçant. Et bien sûr, j'ai testé du texte généré par IA avec des résultats qui peuvent être aussi fulgurants à la hausse que derrière à la baisse. Mais tu vois, dans Serpentix dont tu parlais tout à l'heure, bah, c'est effectivement un assistant et il va t'aider à faire du bon contenu, mais il va pas faire le contenu pour toi. Pour toutes les raisons que tu disais tout à l'heure, en fait, juste si tu veux du bon contenu, in fine, il faut un peu d'expertise, un peu d'amour, un peu de passion. Et en fait, ça, bah, la passion, on l'a pas encore dans le robot, quoi. Et je pense que, tu vois, pour en revenir vraiment purement SEO et entité de marque et page auteur, etc., Google est pas con, au même titre que l'IA, il a les robots qui scannent, il est capable de capter que même si c'est sous ton nom, si c'est toi ou pas qui a rédigé un contenu, en allant spammer un peu tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur les trucs comme ça, à partir du moment où, typiquement, moi, c'est un de mes trucs, c'est que je tutoie tout le temps dans mes contenus. Ben, si je commence à avoir du contenu qui est publié en mon nom, où il y a du vouvoiement, Google, il va se dire, mais c'est chelou, tu ne fais pas comme d'hab, tu vois. Et il se fout de notre gueule un peu. Et du coup, ça pue. Et malheureusement, l'IA peut t'amener à ce genre d'erreur. Pour moi, pour faire ta marque sur le web en général, je veux dire même pas que sur les moteurs de recherche, il faut qu'il y ait ton ton, ton inspiration, ton truc, ça se ressent dans tes propos, tu vois. C'est tout con, mais si tu as des potes et que c'est les gamins qui envoient un SMS à la place de leurs parents, tu captes direct, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes trucs. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça sur Internet. Google, il va le capter avec des trucs plus fins, mais il le chopera. Donc, bonne astuce, si vous lisez du Dimitri et qu'il vous voit, Ouais. c'est pas lui. Non, c'est pas moi, c'est un robot. Vous êtes fait avoir. S'il vous demande de l'argent par SMS C'est en moi. vous voyant, Non, c'était c'est moi. pas lui. Je tutoie, mais je le vois. Non, mais en vous voyant par SMS, tu vois. Ouais, Le classique, c'est les arnaques où ils te contactent par un ouais, messenger piraté, bref. c'est ça. Où est-ce que tu vois aller notre SEO chéri pour les prochaines années, enfin les perspectives et évolutions? Bah, écoute, je pense que on a parlé un peu tout à l'heure, on a soulevé le sujet, mais je pense que le SEO est déjà plus le même sur l'appellation même du SEO. Je pense qu'en fait, le SEO n'est qu'un fragment de ta visibilité sur Internet maintenant. Avant, c'était vraiment un gros truc. Il reste toujours aussi complexe à mettre en place, si ce n'est plus, mais ça reste qu'une une partie de la machine. Et je pense que
on aura toujours besoin d'experts SEO, on aura toujours besoin de référenceurs et que ce qui va le mieux marcher, c'est les gens qui arrivent à prendre de la hauteur et avoir une vue un peu plus macro maintenant sur ce qui se passe plutôt que d'être dans la prod, rédaction de texte à fond, très basique, Frankenstein. Mais ouais, je pense que la visibilité ne dépend plus que du SEO et que le SEO, de toute façon, Google nous l'a balancé en pleine gueule. Hein, c'est le SEO ne dépend plus du SEO, tu vois. Enfin, c'est ce qui nous balance avec le clairement. Donc, on rejoint ce truc-là. Faut être présent partout. C'est toujours j'ai une métaphore, enfin ou un exemple qui est les gens qui font de l'innovation font ce qui est dur à un moment donné. Mais je trouve que c'est un peu la même chose dans le SEO. À un moment, avoir du lien, ça pouvait être compliqué, donc ça avait de la valeur. Après, les gens ont compris comment faire pour avoir du lien facilement, et donc ça a plus de valeur. Avoir du bon contenu, ben ça avait énormément de valeur à un moment, mais peut-être un peu moins, justement avec l'IA. Mais il y a toujours un truc qui est extrêmement coûteux à avoir bien. C'est justement une existence d'entreprise de marque à 360. Et vu que c'est compliqué, ça a de la valeur et c'est sûrement le différenciant le plus utile pour Google pour savoir si c'est un vrai site ou pas, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. C'est l'image de l'ensemble maintenant plus que juste un sujet. Est-ce que tu as un dernier élément que tu veux partager avant qu'on s'arrête? Parce qu'on a déjà fait un beau tour là. Je réfléchis. Non, pas. Ouais, tu l'as dit en fait juste avant, mais sortez des sentiers battus. Tu vois, tu veux améliorer ta visibilité, tu veux améliorer ton SEO, fais pas comme tout le monde, sinon tu seras au même stade que tout le monde. Voilà, c'est l'élément que je peux t'apporter de plus. C'est comme ça que moi j'ai lancé la boîte, c'est comme ça que je positionne mon entreprise encore en ce moment, et c'est comme ça qu'on a du client. Je dis pas que c'est le modèle parfait, mais en tout cas, à partir du moment où tu prends le reste du monde à contre-pied, t'as ta niche, quoi. Sacré message de fin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous aurez aussi un lien en dessous pour recevoir la résumé des éléments clés de cette discussion et des précédentes et des suivantes. Donc, ne loupez pas ça. Il faut impérativement que vous vous abonniez et que vous vous inscriviez et que vous vous abonniez à la chaîne. Merci beaucoup, Dimitri, pour tout ce partage et je vous dis à très vite.